Bonsoir et ravi de vous retrouver sur le plateau de Studio VL Média, notre nouveau studio, et vous voyez, on se l'est approprié. Donc, moi je suis contente de vous retrouver, c'est la dernière avant l'été. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'on a tous besoin de se reposer un peu, surtout avec cette canicule, parce que là, franchement, je crois qu'on a tous très chaud. Alors, je ne peux pas commencer sans vous donner quelques petites indications. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, vous avez vu la pièce de théâtre, la pièce de théâtre, vous avez surtout vu son auteur, qui s'appelle Olivier Luce Mourier, et qui est également maintenant l'auteur de la pièce de théâtre Le Pétain, qui va être mis en scène et mis sur scène, c'est le cas de le dire, le 1er octobre. Et ce 1er octobre, je vous rappelle que tout le monde est invité. Ce 1er octobre, ça ne sera pas n'importe où, ça sera au théâtre de la ville d'Asnières. Donc, gardez bien ça en mémoire. Un autre petit clin d'œil aussi à une de nos sponsors qui est Mosley Création, vous savez, celle qui nous fait de très beaux vêtements. Eh bien, Mosley a un showroom privé qui va se tenir au 66 rue des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement à partir du 22 juillet. Donc voilà pour les petites annonces de ce soir. Bien, maintenant je ne peux pas commencer cette émission sans vous dire, il s'est quand même passé des choses graves cette semaine. On ne peut pas dire on en a appris. Alors, je ne vais pas me lancer à vous raconter tout l'historique. Je ne vais pas vous redire que oui, on a fait sauter un supermarché qui a beaucoup de morts en Ukraine. Ça nous a tous affectés. Mais on a aussi d'autres problèmes. Et on a d'autres problèmes avec notre gouvernement. Que va-t-on faire? Alors, est-ce que finalement, on va garder avec nous cet homme qui est accusé de viol? Tiens, Pascal. C'est compliqué, il est présumé innocent de toute façon, et je pense que nos juristes et nos avocats qui sont présents sur le plateau pourront le préciser. Mais attention à ce qui est dit. Absolument. Il faut entendre la parole, bien évidemment, des victimes, mais il faut entendre la parole également des accusés. Parce que il n'est même pas certain qu'une enquête soit encore ouverte. Il n'y en a aucune qui est ouverte visiblement pour le moment. C'est lui qui a porté plainte, je crois. Oui, il a porté plainte, effectivement, pour diffamation. Voilà. Donc moi, je ne me lancerai pas plus avant là-dedans, mais puisque beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, on l'a. Sujet très sensible. Attention, très sensible. Très politique surtout. Et qui ne va pas rentrer dans notre discours à nous, parce que pourquoi faire, ce n'est pas notre cas. Bien sûr, je suis obligée de vous dire que les féminicides, ça continue, malheureusement. Il y en a encore eu... 77, je crois. Oui, on est à 77. Mémoire, je pense que c'est le chiffre que j'ai. On est à 77 et c'est vraiment de plus en plus déprimant parce qu'on se demande vraiment ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Donc ça devient... et on en parle de moins en moins. Et ça ne s'arrêtera jamais. Parce que de toute façon, il n'y a pas de décision politique par rapport à cela, malgré les engagements du gouvernement. Et je ne veux pas être dans un discours politique, mais sauf qu'il ne se passe rien et que les victimes, effectivement, ne portent pas plainte. Les victimes, malheureusement, c'est au moment où elles sont décédées qu'on entend parler, malheureusement, d'elles. Et que vous avez des partis politiques qui disent... ces personnes-là ne nous intéressent pas. Alors, je ne vais pas parler du Rassemblement national, etc. Mais qui disent on n'a rien à foutre. C'est honteux. Ça. C'est exactement ça. Mais là, c'est pareil. On n'est pas dans une spéciale féminicide, femmes aujourd'hui. Mais vous allez voir, on va vous parler de choses assez terribles. Alors, je vais d'abord vous présenter mes invités de ce soir. Alors, vous allez faire la connaissance d'une personne que moi j'aime déjà beaucoup, qui s'appelle Julie Christine Duboc. Julie va nous parler de son histoire et vous allez voir que cette histoire, elle concerne beaucoup d'entre nous et elle est terrible. Bonsoir Julie. Bonsoir Katia. À ses côtés, vous la connaissez déjà. Regardez, elle est revenue. Elle ne veut plus nous lâcher. Bonsoir Caroline. Bonsoir Katia. Alors Caroline, vous vous rappelez, maître Caroline Raymond. Bien. Eh bien Caroline, vous allez nous apporter votre œil ce soir sur la partie juridique en compagnie de votre collègue qui est là. Exactement, mon confrère. Voilà. À côté de Caroline, nous avons notre trublion, notre Charlie, notre Pascal Neveu, notre psychanalyste. C'est impossible que je ne sois pas un trublion, de toute façon. C'est carrément pas possible. Bonsoir Pascal. Bonsoir Katia. Alors, à ma gauche, j'ai une autre juriste, mais là c'est la drôle de dame de Charlie, et c'est mal drôle de dame. C'est pour ça qu'on est en face l'un de l'autre. Donc, maître Elisabeth Ponviane. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Katia, ravie d'être là. Nous aussi. Alors, à côté de vous, j'ai Roberto
Garcia Saez. Est-ce que j'ai bien prononcé, Roberto? Si c'est moi, oui. Oui, c'est vous. Excusez-moi parce qu'on a un ordre qui s'est inversé. C'est dans le C'est bon ça, ordre, direct. c'est avec le bon accent, c'est bien C'est ça, moi. direct. Bonsoir, Donc j'ai bien prononcé? Parfait. Donc tout va bien. Et vous, Roberto, vous allez nous parler de beaucoup de choses parce qu'en fait, moi j'ai envie de vous poser des questions sur les problèmes aussi bien du sida que de tous les problèmes de santé qui peuvent se poser et qui peuvent se rattacher à l'enfance. N'oubliez pas qu'ici, on est dans une émission qui défend l'enfance. Donc on va se rattacher à ça et vous allez nous éclairer. Alors, à côté de vous, on a inversé, c'est les chaises musicales ce soir. Donc, à côté de vous, eh bien, nous avons Gérald Whittock. Alors, Gérald Whittock, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le diable est une femme ». Oui, mais heureusement, encore Maître ne m'a pas encore frappé, donc voilà, j'ai On dit a de la chance. vous pouvez prendre le livre et y aller, mais non, on se tient bien, on se respecte l'un l'autre. Non, c'est un plaisir d'être là. Oui, on ne sait jamais. Le livre est sur place, de toute façon. Voilà. On est armé, hein. Vous pouvez le prendre quand vous voulez. Non, c'est un plaisir, Katia, d'être là avec vous. On a tous envie de savoir pourquoi le diable n'est plus un homme, mais une femme. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il va falloir qu'il nous explique ça. Mais c'est comme les anges, le diable n'a pas de sexe. Non, mais il a des ailes. Non, pas le diable, les anges, oui. Lucifer, il a des lumières, et c'est autre chose. Exactement. Voilà, donc vous vous rappelez un petit peu du concept de cette émission. On parle de choses difficiles, mais je vous le redirai encore une fois dans cette dernière émission avant l'été, toujours avec le sens de l'humour et le sourire. Parce que sinon, ça serait carrément ingérable et insoutenable pour nous tous d'ailleurs. Ce serait un enfer. Voilà, donc je compte sur vous pour ramener un sourire à des moments où des fois on n'en a pas tellement. Mais il faut. Bien, Julie Christine Duboc. Alors, Julie, vous avez écrit un livre qui est là, et qui s'appelle « Incester, le combat d'une victime ». Moi, il y a une chose qui me frappe tout de suite. Bon, incester, malheureusement, Julie, vous allez nous en parler, ça, c'est pas drôle. Mais ce que j'adore, c'est entendre le combat. Parce que ça, on partage des choses en commun. Si on ne se bat pas, eh bien, écoutez, on n'a plus qu'à se faire enterrer, hein, ça sert à rien. Exactement. Donc, Julie, allons-y, parlez-nous de vous. Ok, je vais faire une petite biographie très rapide. Petite fille très souriante, très gaie. Je ne me souviens pas du premier inceste que je subis par mon oncle à l'âge de 6 ans, une fois, un viol. Et je continue mon chemin. Et à 11 ans et demi, mon frère commence des agressions sexuelles pendant 2 ans, avec viol, fellation. Quel âge a ce frère? Il a 8 ans de plus que moi. 8 ans de plus que vous. Voilà. Vous en aviez 11, c'est ça? 11 et demi, 11, voilà. 11 et demi. Donc lui, il a presque 19 ans. 19 ans déjà à l'époque. D'accord, donc il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait exactement ce qu'il fait. Surtout qu'il l'a fait avec tous les frères et sœurs avant moi. Je suis la dernière de la famille et en fait, on est 6 et il y a eu un agresseur et 5 incestés. Alors, plus ou moins gravement, plus ou moins fortement. L'aînée, elle, a réussi, parce qu'elle a 1 an de plus que lui, donc elle a réussi à vraiment le rembarrer. mais les autres, et je dirais, moi, je peux parler, je peux témoigner, mais les 2 autres personnes de ma famille qui ont vécu des choses très difficiles ne peuvent pas lire mon livre, ne peuvent pas en parler. Et m'ont dit, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est du déni, Julie? C'est sans doute du déni, c'est une protection également. Une de mes sœurs m'a dit, j'ai 66 ans aujourd'hui, je veux simplement une retraite tranquille. Et je la comprends. Je la comprends parce que c'est très difficile, quand on sort du déni, de faire tout le chemin du combat pour réellement restaurer, je dirais, son intégrité physique et psychique. Voilà. Alors moi, j'ai envie de vous poser une petite question. Comment ça se passait votre enfance avant ces 11 ans et demi fatidiques? Je dirais que c'était je suis née dans une ferme, donc le climat de la ferme où en fait tout le monde participe aux tâches. J'avais une mère qui était, à l'époque on disait maniaco-dépressive, donc avec des troubles, et un père très autoritaire, on va dire, patriarcal. Oui. Voilà, oui. Il était au bout de la table et tout le monde l'écoutait. Et c'était un peu cette ambiance-là, voilà. Et donc, en fait, la grande surprise, le grand choc, la grande sidération que j'ai eue consciemment, c'est la première fois que mon frère m'a touchée. Il l'a fait devant toute la famille réunie, devant la télévision, sous la couverture, où moi, je m'étais installée avec mes pieds relevés.
Et lui était à côté, et il a utilisé mes pieds très fortement pour se masturber le sexe. Voilà. Ben, vous voyez, pour moi, j'ai lu votre livre et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un membre de cette famille qui ait réagi ? À mon avis, en fait, comme tout le monde était déjà passé dans ses mains, je me dis que c'est pas possible que personne n'ait pensé qu'il pourrait me faire du mal. Et donc, en fait, très longtemps, j'ai pensé que c'était le rite initiatique pour nous initier à la sexualité, surtout que j'avais demandé à ma mère de me parler de la sexualité quelques temps auparavant, je venais d'avoir mes règles. Donc voilà. Et voilà, ça arrive après. Alors je me dis, dans ma tête de 11 ans et demi, je me dis, c'est comme ça qu'ils ont choisi de le faire, et je serre les dents. Voilà, je serre les dents et je ne dis rien. C'est ce que vous appelez d'ailleurs, je crois, les familles incestueuses. C'est tout à fait ça, une famille incestueuse où l'inceste est une chose banalisée, normale, et en fait, avec l'expérience, je dirais après, en parlant avec des cousines, en parlant avec ma mère, etc., il y a des suspicions aussi que mon père était incestueux avec sa sœur, que ma mère a été incestée par son frère, bref, il y a voilà, et ça, c'est des suspicions, c'est des suspicions sans le savoir exactement. Mais une chose qui est certaine, c'est que ma grand-mère a porté plainte contre son père pour inceste et mon grand-père a été condamné. Voilà, c'est là où vous dites que c'était, pour l'époque, c'était rare. C'était très très rare à l'époque, mais ça a été je dirais une lignée. D'ailleurs, mon 3e livre est un roman en fait inspiré de la vie de ma famille sur 4 générations, avec cette répercussion, cette répétition de l'inceste à chaque génération qui arrive, quoi. Julie Christine, on est tout de suite parti aux 11 ans et demi, mais vous avez commencé par le viol à 6 ans, de votre oncle. Pourquoi sauter tout de suite ? C'est super choquant, à 6 ans. Parce que celui-là m'est revenu bien plus tard, pendant que je faisais la thérapie en EMDR. J'ai eu des flashbacks et après je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 6 ans ? Pourquoi j'ai été chez cet oncle-là ? J'ai demandé à ma famille, mais oui, maman avait été mise en cure de sommeil pendant cette période-là et tout le monde était allé à droite, à gauche chez les oncles et tantes et toi tu t'es retrouvée là, quoi. Et donc en fait après ça a pris du sens et en EMDR en fait j'ai reconstruit, plutôt construit, puisqu'en fait quand on a une sidération, le souvenir ne se construit pas, c'est que des flashbacks qui reviennent et en EMDR j'ai pu, avec 6 séances, reconstruire en fait cette soirée-là fatidique qui s'était passée dans cette maison terrible. Lamentable. Et vous avez pu en être écarté de cet oncle par sa propre femme qui en fait l'a interrompu trop tard, qui est venue dans la chambre qu'on m'avait attribuée pour ce séjour. Elle est arrivée, il est sorti et ensuite elle m'a fait dormir avec ses filles, dans la même chambre que ses filles. Donc, mais voilà, donc j'ai été protégée le reste du séjour, mais la première fois, non. Voilà. Et en fait, donc, quand ça vous est arrivé avec votre frère, pour vous, vous ne saviez rien ? Non, je ne savais pas du tout, rien. Et quand il vous a touché, il n'y a rien qui vous a... Non, mais je pense quand même que quelque part, déjà je me disais, ça doit être normal, c'est que quelque part, c'était déjà inscrit en moi. Comme... C'est banalisé. C'était banalisé, voilà. Et vous le dites dans votre ouvrage, il y a quelque chose de transgénérationnel. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, j'ai même de la famille qui ne supporte pas que je dise qu'on est une famille incestueuse. Mais j'ai dit, il faut quoi pour dire que c'est une famille incestueuse avec tout ce qui s'est passé chez nous. Il y a la mort de votre père, ensuite il y a le décès de votre maman également. Mais vous questionnez votre frère, à un moment donné, il se dit, mais je me rappelle de rien. Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi ? Et depuis, il a pleuré, vous dites à un moment donné, parce que votre ouvrage, c'est réellement un témoignage qui est bouleversant, qui est absolument dramatique, qui est affreux, etc. Mais il vous écrit, vous lui envoyez une lettre qu'il fait lire d'ailleurs à son épouse de l'époque, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, mais depuis, quelle relation vous avez avec ? Alors étonnamment, il y a 3 semaines, je lui ai envoyé mon livre. Ah oui. Il avait lu la première partie du livre dans lequel je parlais du début de ma reconstruction. Et en fait, il y a 3 semaines, je me suis décidée à lui envoyer parce que j'ai appris justement plein d'autres choses qui s'étaient passées avec mes frères et sœurs, qui s'étaient tues jusqu'à maintenant. Et donc, en fait, il y a 3 semaines, je lui ai dit, comment as-tu pu nier alors que tout le monde dans la famille, tous les frères et sœurs me disent ce que tu as fait avec chacun d'eux. Et bon, je n'ai pas de nouvelles depuis, je ne suis pas sûre que j'en ai un jour, mais c'était important pour moi de dire, voilà, maintenant tu ne peux pas dire que j'étais une menteuse, que j'étais une folle, alors qu'on est 5
avoir eu des expériences incestueuses avec toi. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il ait montré cette lettre à son épouse et qu'il ait Absolument. pleuré à ce moment-là. Absolument. Il vous l'a dit, Oui, d'ailleurs. oui, tout à fait. Il pleurait à ce moment-là et après on m'a même reproché, tu te rends compte, il a failli faire une dépression à cause Le de pauvre. toi, etc. Et vous êtes la seule, Classique, ça. vous êtes la seule à avoir déposé plainte contre lui. Oui, je suis la seule à avoir fait une démarche légale, je suis la seule à avoir voulu parler de ce qu'était notre famille et je suis la seule à avoir été exclue de la famille. Mais Bien à sûr. quel âge vous aviez il a nié, ça, oui. apparemment. Il a nié, oui, il a nié. Ah, Julie, Puis, quel âge vous aviez lorsque vous avez porté plainte? Oh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2005, début 2005. Et vous étiez prescrite? C'était prescrit, bien sûr, c'était prescrit. Ouais, parce que L'éternel par rapport à la problème. Mais besoin de porter plainte, oui, besoin d'avoir une autorité qui me dise c'est pas normal, de recevoir ce papier qui me dit c'est classé sans suite, mais vous pouvez peut-être faire quelque chose en civil parce que c'est grave. C'est ça. Et rien que ça, c'était tellement important pour moi. Caroline, Et de recevoir. je vous le confirme en tant qu'avocat, effectivement, puisque ce que vous venez de dire, Pascal, donc il a reconnu les faits récemment, c'est ça, hein, et effectivement, même si vous êtes prescrite sur le plan pénal, vous pouvez tout à fait demander à un avocat d'introduire une procédure sur le plan civil en responsabilité civile, puisque la loi a changé il n'y a pas si longtemps que ça, C'est et vrai. qu'effectivement, votre traumatisme perdurant, il peut être reconnu responsable sur le plan civil. Alors bien sûr qu'il n'ira pas en prison, on est d'accord, mais vous aurez un jugement où effectivement, compte tenu en plus de ses aveux, vous serez reconnu comme une victime, même malgré la prescription pénale. J'ai essayé de le faire, hein, juste après, quand on m'a dit que je pouvais agir en civil, j'ai essayé de le faire. Le premier avocat m'a dit vous n'aurez pas de gain de cause, c'est pas la peine. Il m'a renvoyé à une collègue qui, elle, au contraire, a voulu me soutenir, mais qui m'a dit je suis désolée, en civil, ces affaires-là sont classées au bout de 5 ans. On est à votre disposition, je pense. Merci. Maître Pénal et moi. Mais voilà, c'est pour Voilà. vous dire en Oui. fait que j'étais allée voir une avocate qui, je pense que malheureusement, même dans la profession, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on peut faire en tant que victime. Il faut vraiment aller voir maintenant des avocats spécialisés. Nous sommes défense toutes les des deux victimes. justement Tout à spécialisés. fait. Voilà. Non, mais en justement, matière ça de c'est protection de intéressant, l'enfance, Caroline donc, et Elisabeth, de pouvoir voilà. aider. Parce que je pense que pour Julie, le combat n'est pas terminé. Hein. C'est un combat qui est quand même au fond de vous-même et vous auriez certainement envie que ça aille plus loin. Avec ma famille, je suis plus certaine que j'ai envie de. Fini, ça. Non, j'ai envie de passer à autre chose. Et en fait, là aujourd'hui, le combat, je veux le mener sur le plan de la société. Et sur le plan éducatif, on ne fait rien. Vous parliez tout à l'heure des femmes battues, mais on ne fait rien pour éduquer dès le C'est vrai. départ. Justement, C'est vrai. j'ai vu que vous aviez vécu au Canada. Oui, On parle beaucoup du Canada comme étant un pays qui est beaucoup plus avancé. En avance. avancé que nous. Mhm. Quand je dis nous, c'est pas seulement la France, c'est avancé, c'est un des pays où il y a de plus de mesures efficaces. Est-ce que vous avez constaté ça ou est-ce que c'était il y a déjà trop longtemps? Je sais pas. C'était avant que je sorte du déni, donc en Ouais. fait, je ne m'étais pas intéressée à cette D'accord. question-là. Mais ils étaient avancés sur Comme d'autres vous plans. parliez de c'est clair. sociétal, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous y intéressez aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on dit qu'au Canada, Ils font aussi des choses. Bon, de toute façon, ils ont la base qu'on appelle la justice réparatrice, ouais, où en fait, agresseurs et agressés se mettent d'accord sur qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être réparés. Et je trouve que c'est déjà un grand pas en avant. En ce qui concerne mon point de vue aujourd'hui par rapport à mon agresseur, j'ai avancé. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point lui-même avait été agressé dans son enfance par des commis de ferme, donc violé, fellation. Il n'a fait que reproduire. Il n'a fait que reproduire dans une famille où la sexualité était taboue et où il n'y a eu aucune prévention. Donc, voilà. Je vous dis, Christine, pardon, excusez-moi. Allez. Moi, ça m'avait interpellé tout à l'heure quand on a parlé en off. Vous m'avez dit c'est tellement fort que ça s'inscrit dans les gènes. Tout à fait. Et je lui ai dit mais comment ça peut se transmettre de génération en génération? Et vous m'avez dit mais la violence est telle qu'en fait elle est après inscrite et elle se communique. Et là en fait vous êtes en train quand vous parliez des grands-parents, que vous parlez de l'oncle, enfin ça va bien au-delà de la famille nucléaire. Ça Il y a touche. il y a des c'est- études c'est- aujourd'hui Ouais. sur la transgénérationnalité, justement, ce qui se transmet sur ce qu'on appelle les familles incestueuses.
Il y a Ça fait des peur, études, ça fait, bien sûr que ça fait peur. C'est ce qu'on Et appelle si la génétique juridiquement- psychique, en fait. Voilà. Ça, oui. Si juridiquement, alors Là, c'est je Pascal vais, qui pourra peut-être en parler. je vais aller un peu loin, mais aujourd'hui, votre frère, il s'est marié, il a des enfants. Oui. Si on fait rien, Mhm. alors d'accord, il y a prescription pénalement, on ne peut plus rien faire, mais civilement, on peut peut-être déjà faire des choses. Et puis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que ces enfants sont en danger? Est-ce qu'ils ont souffert? Est-ce que... enfin, C'est pour ça que j'ai fait mon livre hein, et que j'ai envoyé la première partie à mes neveux et nièces qui étaient majeurs pour qu'ils puissent le lire et en parler à leurs frères et sœurs. Mais il a été très mal accueilli en règle générale. Oui. Donc, Et vous voilà. dites dans une partie de votre livre également, vous posez la question, il dit, mais Oui. jamais je ferai ça à mes filles. Oui, il m'a répondu ça. Jamais je ferai ça à mes filles. J'ai dit, mais tu l'as fait à tes sœurs. Oui, mais il était choqué que je puisse m'interroger parce que j'étais allée le voir en lui disant, mais je veux juste savoir si tu as reproduit sur tes filles. Il m'a dit, mais jamais de la vie, je ferai jamais ça à mes filles. J'ai dit, mais tu l'as fait à tes sœurs. Mais en fait, pour lui, ses sœurs, c'était au même niveau, c'était de l'initiation sexuelle quelque part, ou voilà. Vous parliez de rituel tout à l'heure. Oui. Il y a la préface du docteur Gérard Lopez, Oui, on je va veux lui en rendre parler. hommage. Oui, on va lui Oui. oui, Peut-être plus tard absolument. si, Oui, si parce vous que voulez, je voulais rebondir sur ce que disait Julie. On n'a pas de preuve qu'il n'a pas touché à ses filles. Non, on n'a aucune preuve. Voilà. On n'a aucune Allez preuve. savoir. On ne sait pas. Allez savoir. D'ailleurs, je trouvais qu'il y avait une de ses filles qui n'était pas très bien dans sa peau, donc Ah, je me voilà. suis dit, est-ce que, voilà, mais je sais aussi qu'elle vient d'une famille que sa femme, à lui, vient d'une famille qui est, voilà, donc c'est vraiment, on me disait, d'ailleurs, on m'a critiqué en me disant, mais que je voyais le mal partout, mais la réalité, c'est qu'il est partout. Je veux dire, on a 10% de victimes d'inceste en France, Oui. et c'est que quand même le mal est très fréquent. Donc, Bien sûr. Et c'est un chiffre... sous-estimé, puisque Sous-estimé, mes oui. sœurs, je suis sûre, si on leur faisait le sondage, la Ouais. plupart de mes sœurs n'iraient. Donc en fait, c'est vraiment sous-estimé, surtout pour l'inceste fraternel, je pense. Ah oui. Mm. Alors justement, Julie, parce que vous en êtes quand même bien sortie de cette histoire, parce que je l'ai dit, je pense, tout à l'heure, que vous êtes psychologue. Expliquez-nous comment vous avez fait ce chemin, parce qu'il n'est pas simple, ce chemin, quand on sort d'une telle histoire. Tout d'abord, j'ai dû faire un deuil qui était très difficile. C'est que j'étais chercheur au CNRS en mathématiques et j'adorais mon métier. Et en fait, j'ai eu un premier stress post-traumatique qui est revenu sans avoir de traumatisme vraiment, juste le premier événement sur le divan, voilà. Mais je ne pouvais plus du tout réfléchir, je ne pouvais plus rien faire, donc j'ai trouvé comme solution de commencer une psychothérapie et de démissionner finalement, parce qu'au bout de 6 mois, je n'y voyais toujours pas clair et que j'étais toujours dans une confusion quasiment continuelle. Donc j'ai pris cette décision. À partir de là, après, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche, j'ai galéré, j'ai appris des techniques de thérapie, et puis j'ai continué ma psychothérapie, et à 46 ans, est-ce que c'est à 46 ans? Oui, c'est à 46 ans, j'ai décidé de dire, bon, maintenant je m'inscris à la fac et je fais mon master de psycho. Et donc j'ai obtenu mon master de psycho et j'ai continué. Avant j'étais sophrologue et après je me suis installée en tant que psychologue. Voilà. Non, ça c'est très courageux. Alors évidemment, moi je vais vous poser une question. Qu'en est-il de votre vie privée dans tout cela? Ma vie privée est assez restreinte. C'est vrai que peut-être qu'on a raison quand on me dit que je ne pense qu'à ça, mais je pense surtout à tous ces enfants et je pense à tous mes patients qui viennent me voir, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes plus âgées et qui doivent passer par ce même combat dans lequel ce même parcours. Mis de 4 à 82 ans. Oui, c'est ça, de 4 à 82 ans, mes patients qui m'ont dit ce qui leur était arrivé. Et la première, à 82 ans, c'était la première fois qu'elle en parlait. Donc voilà, c'est à tout âge, on peut avoir besoin de dire. Mais personnellement, bon, vous avez eu des histoires d'amour. Hein. Vous avez vécu dans d'autres pays. Mariages, également, il y a eu des mariages. Il y a eu l'IVG également, oui. etc. Enfin, voilà. Et ça, c'est toute la continuité, effectivement, de ces victimes qui portent. Bon, il y a les PTSD, on est d'accord, les syndromes post-traumatiques. Et puis, il y a le rapport au corps qui est modifié au fil des années, qu'il faut se réapproprier totalement. Complètement. D'ailleurs, la première chose que j'ai appris comme technique, c'est la massothérapie. Et donc, vraiment, ça a été d'abord, moi, d'en recevoir beaucoup. Vous y êtes parvenu ou pas? Tout à fait. Au début. Et après, en fait, quand je suis sortie vraiment du déni de ce que j'ai ressenti dans mon corps,
Je pense parce que mon corps était suffisamment fort, je l'avais suffisamment reconstruit à travers cette technique. Et à un moment donné, en fait, tout m'est revenu en pleine figure. Et là, c'était dans mon corps. Et là j'ai vraiment passé le tunnel de ma vie, le tunnel où j'ai eu du mal à reprendre mon souffle, vraiment eu du mal à reprendre mon souffle. Et surtout que ma famille m'enfonçait. Dès que j'essayais d'avoir un peu de soutien, j'essayais d'aller les voir. Et on me renfonçait encore plus. Mon père en premier. Julie, alors, bon, moi j'ai lu le livre, Pascal aussi, on a lu votre livre. Donc nous savons que vous avez eu une fille. Oui. Donc vous avez un enfant d'un premier mariage ? Deuxième mariage. Et cet enfant, Julie, qu'avez-vous fait pour la prévenir des dangers qu'elle pouvait courir ? En fait, c'est elle qui a fait la sonnette d'alarme parce qu'elle a fait en fait ce qu'on appelle un syndrome anniversaire, c'est-à-dire exactement au même âge que moi j'étais agressée par mon frère, elle a fait une dépression et elle a été déscolarisée 4 ans. Oh. Et je l'ai donc accompagnée et aussitôt quand je l'ai vue dans cet état-là, j'ai dit mais elle porte ma souffrance. Ah oui. Et je dirais ça a participé à ma sortie de déni. Je me suis dit c'est pas la sienne, c'est la mienne. Elle la manifeste à 11 ans et demi et voilà quoi. Donc et là je l'ai accompagnée du mieux que j'ai pu et je dirais je pense assez bien, mais en fait à 25 ans elle est sortie elle-même du déni avec des flashbacks de ce qui s'était passé quand elle avait 8 ans. Et il lui était arrivé quoi à 8 ans ? À 8 ans, elle était en séjour chez son père, dont j'étais divorcée à l'époque. Et un des employés, puisque son père était paysagiste, un des employés l'a agressée sexuellement. Et donc, on a fait encore... je l'ai accompagnée dans ce cheminement. Et aujourd'hui, ça y est, je dirais, le cordon, tout est coupé, c'est bon. Elle est libérée de ça. Et ça fait du bien de se dire... Mais je regrette de ne pas lui avoir parlé plus tôt. Je regrette de ne pas avoir fait une éducation tout simplement à la sexualité consentie et abusive, mais une éducation à cela. Et non, c'était... je pensais toujours qu'elle était trop jeune et en fait, on n'est jamais trop jeune. Il y a une chose qui m'a interpellée, c'est on s'intéresse trop aux conséquences alors qu'il faudrait s'intéresser aux causes. À la prévention. Et la cause, c'est parce qu'on ne prévient pas. Voilà. On ne prévient pas. Donc bien sûr, il en restera sans doute encore un peu, mais on peut tellement faire juste par la prévention. Et donc, je regrette de ne pas l'avoir fait avec elle plus tôt, et parce que je pense qu'on aurait coupé ce lien. On le dit d'ailleurs, toute personne qui a été agressée, qui n'en parle pas, a beaucoup plus de chances, ou de risques plutôt, d'elle-même d'être de nouveau agressée, d'une manière ou d'une autre, et ses filles ou ses enfants d'être à nouveau aussi dans une situation d'agression sexuelle. Mais son agresseur a été dénoncé ? Non, du tout. Non, parce qu'elle ne le connaît même pas. C'était un employé comme ça. Elle n'a aucune possibilité de porter plainte maintenant qu'elle se souvient. Il n'y a aucune possibilité. C'est ça qui est terrible en fait. Moi, c'est ce qui me heurte à chaque fois. Alors moi, j'ai une question qui s'adresse... je pense autant à vous, mais peut-être plus à Pascal d'ailleurs. Vous parliez à l'instant de syndrome anniversaire, et donc le moment où en fait votre fille est elle-même agressée au moment où vous l'avez été vous-même. Moi je connaissais plus le syndrome, je ne sais pas si on l'appelle anniversaire, j'avais pas entendu cette expression-là avant, mais où la victime, c'est-à-dire vous, auriez pu avoir là on n'est plus dans le PTSD, mais dans un traumatisme récurrent, au moment où en fait votre fille avait l'âge où vous vous êtes fait agresser. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Pascal ? C'est ce qu'on appelle, finalement ça s'est transmis. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'encryptement. À partir du moment où on ne dit pas les choses vont se répéter. Il faut lire absolument L'écorce et le noyau de Maria Torok et Nicolas Abraham. Et il raconte qu'effectivement les fantômes ressurgissent à un moment donné. Vous savez, je suis sûr que vous avez lu absolument cet ouvrage. Quand on ne dit pas les choses, à un moment donné, les choses vont se répéter, ou quelqu'un va révéler effectivement ces vérités cachées. Le plus important, alors c'est dramatique ce qu'elle a vécu, votre fille, bien évidemment. Le plus important, c'est qu'elle soit sortie d'affaires, si je puis dire. Quand je dis affaires, on est dans du chabrol, c'est pour ça que j'utilise le terme affaire. Mais
voilà, qu'est-ce qu'elle vit maintenant, amoureusement, etc. Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que vous lui avez tout raconté? Est-ce qu'elle a lu votre ouvrage? Elle l'a Qu'est-ce lu, qu'elle en elle est en dit? train de le traduire en anglais, donc voilà, c'est vrai. Donc elle m'a dit, il y a quelques jours, elle m'a dit, tiens, je me sens prête pour le traduire, donc j'étais très contente. Elle fait quoi dans la vie? Elle a un diplôme de médecin et elle est en train de faire un doctorat de neurosciences. Donc, Ah, d'accord. voilà. Ah ben voilà. Et, Elle travaille sur le cerveau. oui, elle C'est pas travaille sur le anodin. cerveau. Et alors, je voudrais vous poser une question, parce que vous avez dit, j'aurais dû en parler avant, etc. À quel âge on peut parler de ces risques-là Grande aux question. enfants? Est-ce que, Ouais. comme Françoise Dolto disait, tout se joue avant 6 ans, est-ce qu'il faudrait en parler avant 6 ans? Ouais, pas Pitié, trop. pas, non, non, Voilà. pas Dolto, pas Dolto. Pas d'autre. Alors, oubliez-la, mais retenez le Elle est cap de oubliée 6 déjà. ans. Est-ce que le 6 ans a du sens? Est-ce qu'il faut attendre 8 ans? Est-ce Non, qu'il faut non, non, attendre moi je pense 11 qu'il ans faut faire plus tôt. Parce qu'en fait, je pense que la sexualité, on l'a en soi. On est créé par la sexualité et on a vécu la sexualité de nos parents dans le ventre de la mère pendant 9 mois. Je veux dire, la sexualité, elle est déjà inscrite en Bien nous. sûr. Mettre des mots dessus, tout simple, ça permet de mettre du sens sur ce qui a été vécu durant la conception, durant la grossesse, et puis prévenir. Je dirais, la sexualité reste un tabou terrible, Ouais. terrible en France. Et je trouve ça, scandaleux. J'ai envie de dire dommage, non, c'est scandaleux que ce soit aussi grand tabou, parce qu'ainsi, on continue en fait de laisser libre cours aux agresseurs. Parce que c'est ce que disait un agresseur dans le livre de Pierre Brassine, que j'ai beaucoup aimé, sur la prévention. Il y a un agresseur qui lui disait, mais de toute façon, la société favorise notre passage à l'acte. Bien sûr. Et il a raison, parce que les enfants ne sont pas protégés et ne sont pas prévenus que ça existe. Et on peut tout à fait prévenir. Et je n'aime pas du tout la prévention qu'on a fait actuellement, c'était touche pas à mon corps, non, tu as le droit de dire non, etc. Et on ne parle pas de la sexualité consentie. Et ça n'a pas de sens de dire il ne faut pas qu'on te touche si on ne parle pas de ce que c'est que la sexualité consentie par ailleurs. Et il faut vraiment faire les présenter en parallèle l'un et l'autre. Et derrière tout ça, c'est le consentement qui est essentiel. Le consentement. C'est un gros débat, hein. Alors là, juridiquement, aujourd'hui, Quel on a âge- mis un curseur À quel âge elle à consent? 14 À ans. quel âge on peut... oui. Voilà. À 15 ans. C'est 15 ans, 15 ans. c'est 15 ans. Voilà. À 15 ans, mais Je veux après dire, tout. un enfant de 4 ans, on peut pas lui... Non, On et- peut pas dire que... Et pourtant, ce sont les Non, mais non, il y a pas de pédocriminels, ils disent, consentement. il y a Non, des non, il y a pas de pédocriminels consentement. qui disent, mais l'enfant était consentant. Non, il n'y a même Donc- pas de consentement à ce moment-là. Et j'ai Ouais. envie d'aller plus loin. J'ai une de mes patientes qui est sortie du déni. Elle a été violée par son frère plusieurs fois. Elle avait 17 ans et demi et son frère en avait 25. Elle avait complètement fait une amnésie traumatique. Alors, on peut se dire, mais c'est pas possible à 17 ans et demi. Ah, si. Mais si, parce que la sidération, c'est simplement que le frère désire sa sœur, c'est déjà sidérant. Dès lors, déconnexion. Même s'il n'y a pas derrière le viol, le désir est déjà sidérant. Donc, j'ai envie de dire, tout dépend aussi de... c'est pas simplement 15 ans. 15 ans peut-être entre deux adolescents ou deux personnes à peu près pas trop éloignées. Mais après, c'est toute la question de l'emprise. Voilà, je veux dire, derrière tout ça, Non, mais il en faut... matière incestueuse, en plus, c'est plus tard, c'est 18 ans. Donc, Voilà. euh, Et encore, moi je trouve qu'en matière de voilà, je veux dire, ça devrait être tout simplement, non. Et surtout quand vous avez certaines personnes qui nient l'amnésie traumatique. Absolument. ouais. Oui, Ce qui est un scandale énorme quand on C'est l'entend, très grave. ma chère consoeur, en thérapie. tout à fait. Tout à fait. Ça ressurgit, hein. Mhm. C'est la boîte de Pandore. Et d'ailleurs, vous en parlez à un moment donné dans votre livre. C'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Et d'ailleurs, cette patiente, quand elle est allée voir son frère pour lui dire j'ai des images qui me reviennent, le frère n'a pas du tout nié. Ah, mais t'étais consentante, etc., etc. Quoi. Et en fait, mais elle n'avait aucun souvenir. Aucun souvenir. Vous militez d'ailleurs aussi, j'ai vu, pour l'imprescriptibilité Tout à fait. et pour l'indemnisation Oui. des victimes. Mm. Bon, l'imprescriptibilité, on est loin, à mon avis, d'y arriver On parce n'arrivera que pas. c'est tellement... ça ne concerne vraiment que les crimes contre l'humanité, contre... Ben, c'est un crime contre l'humanité parce qu'on détruit On l'humanité de détruit l'avenir. l'individu. Ça, je Voilà, suis tout d'accord. à fait, on détruit On détruit l'avenir. l'avenir. Mhm. Les enfants, ce sont des... Et le problème, c'est que on ne se rend pas compte à quel point on dit qu'il y a 2 à 3 enfants par classe Oui. qui sont victimes. C'est quand même énorme. Et je pense qu'il y en a plus, il y en a davantage. Mhm.
Et c'est quand même quelque chose. Ça veut dire qu'on crée quelque part une génération et ça continue, et ça continue, et ça continue. Bon, on peut parler aussi de la Civise qui a été créée par Édouard Durand. On est un peu déçus, c'est vrai, on en parle. On est déçus. Le résultat est catastrophique. Voilà, ils ont fait quelques recommandations, mais qu'est-ce que ça veut dire, les recommandations? Bon, le Civise, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une commission qui a été créée par Emmanuel Macron, créée par Adrien Taquet. À la suite du livre de Camille Kouchner. Tout à fait. Et essentiellement basé sur le problème de l'inceste. C'est la protection de l'enfance, mais aussi sur le problème de l'inceste. Et ils ont sorti quelques recommandations. Alors, c'est vrai que les recommandations, mais nous, on en avait déjà parlé. Mais oui, on l'avait fait, ça, bien sûr. On avait travaillé sur ce qu'on appelle un livre blanc. Voilà. Avec France Asso Santé, on a travaillé, on est 3 déjà sur ce plateau à y avoir travaillé. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec leur civisme, puisque tout ce qui est dit dans la civisme, on l'avait fait. Donc on s'est dit, tout le travail que l'on a fait, une année de travail, où on avait vraiment des conférences, des rendez-vous téléphoniques tout le temps, pour rien. On a recommencé à zéro pour apporter les mêmes solutions finalement. Enfin, les mêmes solutions, il n'y en a pas. C'était un doublon et pire que ça, qui ne sert à rien. Voilà. Oui, c'est en fait, il faut écouter la parole de l'enfant. Absolument. Il faut que le parent, ce qu'on appelle le parent protecteur, que ce soit le parent ou le père ou la mère, c'est-à-dire celui qui dénonce qu'à ce moment-là, le droit de visite et d'hébergement soit suspendu. Et on fait quoi pour ceux où les 2 parents sont agresseurs complices? Par exemple. Parce que j'en ai, hein. Par exemple. Ouais. J'en ai des enfants comme ça. Bah là, ça part normalement, c'est l'ASE, quoi. Ça repart. Bah oui, on repart à la source la plus dangereuse finalement pour l'enfant. Un foyer, on ne sait pas non plus ce qui s'y passe. Exactement. Je suis obligée de reprendre la main parce que je vois que le temps a tourné et je ne voudrais pas qu'on achève cette partie-là. Sans parler du combat. Alors, de votre combat, mais avant quand même, on va dire un mot sur sur le docteur Gérard Lopez. Sur Gérard Lopez, oui. Qui nous a quittés il y a quelques mois. Qui était un personnage magnifique, qui est décédé, je crois, le 25 mars de cette année. Oui, en mars. Qui est un des précurseurs de la victimologie. Qui a mis en place énormément de choses, effectivement, pour accompagner les victimes d'inceste, d'abus sexuels, etc. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, on a fait plusieurs émissions ensemble, c'était un personnage adorable. Et donc, je crois qu'on doit lui rendre hommage. Et il y a cette préface de votre ouvrage où il dénonce également les incompétents sur un plan juridique, sur un plan psy, sur un plan éducateur. Il les dénonce comme moi je le fais, et comme on le fait également à travers cette émission, entre autres, etc. Et donc, moi, je suis très heureux qu'il ait pu signer la préface de votre ouvrage. Mais en tout cas, il faut lui rendre hommage à Gérard. J'ai, à titre personnel, eu la chance d'avoir le docteur Gérard Lopez comme intervenant pendant mon cursus de victimologie à Paris 5. Parce qu'il l'a créé. Hein. Il a créé l'Institut de victimologie, effectivement. Je faisais partie d'une des premières générations d'étudiants de l'Institut de victimo. Et je me souviens, et je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques instants, madame. Effectivement, vous parliez de 4 à 82 ans et de personnes qui disaient vraiment, et je me souviens très bien encore de Gérard Lopez qui, lorsqu'on avait abordé ce thème particulier, la protection de l'enfance, nous avait raconté qu'il avait un de ses patients qui, sur son lit de mort, à plus de 78 ans, lui avait révélé pour la première fois de sa vie avoir été victime dans son enfance, et quelques heures après, il est mort. Donc ça m'avait vraiment interpellée à l'époque. Vous savez, alors Julie, moi je vais vous proposer quelque chose, c'est de revenir nous voir après l'été. Avec le prochain livre. Voilà. Parce que justement, dans le prochain livre, ce que je mets, c'est vraiment dénoncer ce qui est au niveau des psys, au niveau de juridique, au niveau médical, tout ce qui est encore manquant. On en parlera et on passera alors ce moment-là justement pour parler de ça, parce que malheureusement, il y a encore 2 invités. Et pas de problème. Merci beaucoup pour ce temps. Donc, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour le problème de Julie. Mais moi, je vous dis, incester le combat d'une victime, absolument,
ce livre-là, vous devez le lire. On Parce le qu'il dévore. il est dévore, en plus. très très bien documenté en plus, donc Ouais. il est très important. Et vous êtes courageuse et je salue votre courage parce Ah, que oui. vous vous êtes pas caché derrière un faux nom, vous ne vous êtes pas caché derrière les mots. Et ce que vous avez dit tout à l'heure m'interpelle et j'espère qu'un jour les pouvoirs publics vont se dire mon Dieu, on a une responsabilité là-dedans. Exact. Il faut qu'on en parle, pourquoi pas dès la maternelle, puisque vous m'avez dit que ce sont des choses qui arrivent. Enfin, moi, je suis sidéré, 6 ans, 8 ans, et puis il y a On y tellement reviendra, il y a tellement d'horreur. Voilà. c'est promis Gérald, mais là, voilà, vous entendez la musique. Le tout, donc, c'est d'en parler, mais de trouver les mots. et maintenant, Mais sinon, on et parle maintenant, et maintenant, nous allons passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que là, on est passé d'un abus sexuel par un frère, et là, nous allons passer sur quelque chose de très différent, puisqu'on va passer sur un livre qui nous a tous interpellés. Le diable est une femme. Alors, le diable est une femme, mais pour faire le lien avec ce que Julie Christine nous a dit, c'est que pour moi, en fait, l'agresseur n'a pas de sexe et n'a pas d'âge. Et en fond, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit un peu en réaction, parce que moi je suis féministe. J'adore le combat de Sinon, il ne serait pas là. Simone je vous Veil. pensais. Je trouve que c'est merveilleux ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, je suis ahuri de voir qu'on doit encore se battre et inscrire l'IVG dans la Constitution parce qu'il y a des fous de l'autre côté de l'Atlantique qui décident. C'est oui. lamentable, c'est incroyable. Donc voilà. Et moi, ça me fait peur parce que quand on a à l'Assemblée des députés du Rassemblement national, Dieu sait où on va aller. Donc non, il faut avancer là-dessus et il faut donner à une femme et à une mère le droit de décider ou non si elle a été d'autant plus, si elle a été victime d'un viol ou d'un inceste et même au-delà de ça. Voilà. Donc moi ça me... Alors, ce qui me choquait, c'est que quand je disais je suis féministe, certaines ultra-féministes m'ont dit non, mais tu peux pas être féministe, tu es un homme, donc tu peux être pro-féministe, mais pas féministe. Alors, je me suis dit, mince, ça, je vais faire un truc, il faut vraiment que j'aille au bout de ce sentiment que j'ai. Et j'ai créé ce premier roman, mais qui, quand même, est assez autobiographique au départ. De toute façon, quel roman n'est pas autobiographique? Donc il y a une partie de moi là-dedans. J'ai pas eu votre courage, j'ai changé les prénoms et j'ai romancé l'histoire. Mais voilà, j'ai voulu créer ce premier roman hoministe parce que je me suis dit, pour être féministe, il faut avant tout être hoministe. Mais hoministe, pas dans le sens machiste et de réclamer davantage de droits aux hommes. Non, le respect de l'être humain. Peu importe qui il est. Et donc, peu importe son âge et peu importe son sexe, peu importe son orientation sexuelle, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Roberto, Oui. mais pour moi, le respect de l'être humain passe avant tout. Et aujourd'hui, on se comporte de façon pire que les animaux. C'est terrible d'en arriver là parce que on se disait tout à l'heure le faire avec humour, alors j'espère. Il y a des choses dont on peut rire, il y a des choses... J'ai essayé dans Le Diable est une femme de rire de certaines situations. Et là... Au fond, dans le 3e acte, parce qu'il y a 4 actes, qui s'appelle la mutation, on est dans le monde exactement tel que on le connaît aujourd'hui, tel que vous l'avez décrit, avec ses dérives. Simplement, c'est une déesse, pas Dieu, qui a créé Ève, et de la côte d'Ève est né Adam. Et là, on se rend compte qu'au fond, le pouvoir, il est aux mains des femmes. Elles ont l'argent, elles ont les postes clés. L'homme, s'il a envie de progresser, il faut qu'il s'allonge, c'est la promotion canapé. Son corps est mis partout dans les rues. Les abribus, c'est un mec en dîme, bien moulant, et puis il y a marqué, au-dessus de ces tablettes de chocolat, il y a marqué « Regardez-moi dans les yeux », j'ai dit « dans les yeux ». C'est, en fait, en m'amusant de cette façon-là, je me suis rendu compte qu'il y a encore des écarts aujourd'hui, et il y a encore énormément de sexisme. Et puis je me suis rendu compte, en allant jusqu'au bout de cet acte, que une fois que la femme est au pouvoir, qu'elle a cette force-là, en plus elle a la force de pouvoir donner la vie, ce que l'homme ne peut pas faire, on en arrivait au même résultat.
Et je me suis dit, ben voilà, tu es arrivé à ce que tu voulais dire. En fait, c'est le pouvoir, c'est user du pouvoir. Tout à l'heure, on parlait du consentement. Je vous avais dit la limite à 14 ans, parce que pour moi, c'est la limite. On ne tient pas compte. On dit il ne peut pas y avoir de consentement jusqu'à 14 ans. Et à 15 ans, parce qu'il a fallu mettre le curseur, on peut. Mais il y a des enfants, garçons ou filles de 15 ans, qui ne peuvent pas, ils ne savent pas. Comment vous voulez Alors, je comprends qu'on mette le curseur quelque part. Mais tout à l'heure, quand vous avez parlé de 17 ans et demi, et puis alors, maître, vous m'avez dit, c'est à 18 ans parce que c'est un inceste. Ok, mais en fait, pour moi, quand il y a vice de consentement, quand la personne ne veut pas, parce que l'autre abuse de son pouvoir, que ce soit un pouvoir de séduction, ça peut être une femme très belle et qui a du charme et qui va... ça peut arriver, c'est plus rare, mais ça peut arriver aussi. Donc pour moi, l'abus de pouvoir, et qui peut être aussi une violence psychologique, pas uniquement physique, voilà. Vous savez qu'en France, il y a 16% des plaintes pour violence conjugale qui viennent des hommes. 16%. Et en plus, c'est parce que moi, je peux vous dire, j'étais au commissariat, quand vous allez pour faire une main courante, etc., on vous rionnait. Donc, de toute façon, les mains courantes ne servent à rien. Elles ne servent à rien, mais déjà, ça vous dit, déjà en tant qu'homme, vous vous dites, je ne vais pas porter plainte contre ma femme, c'est pas possible, je ne veux pas faire ça, etc. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des 10% d'inceste. Ça m'a fait sursauter, surtout quand Elisabeth, vous avez dit, c'est 3 personnes dans une classe. Ouais, ça parle beaucoup plus que 10%. Je suis désolé, mais moi, je vois tout de suite la classe de ma petite Clémentine et je me dis, mais autour d'elle, il y a 3 de ses camarades qui sont victimes d'inceste. Avéré, avoué, à 82 ans, c'est ça ? Ok, quoi. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a de telles dérives et il y a une telle hypocrisie derrière tout ça, qui est déjà institutionnalisée dans la famille, dans la société, dans tout. Donc, effectivement, quand vous êtes un homme, vous dites j'ai été victime, on va vous rire au nez. Au commissariat, je peux vous dire qu'ils vont vous rire au nez. Et aujourd'hui, les MeToo qui disent non, vous pouvez pas parce que vous êtes des hommes, vous n'avez rien à foutre dans le mouvement MeToo. Moi, j'avais envie de créer un mouvement YouTube parce qu'en parlant avec des amis, des personnes, des connaissances, toi aussi, tu as été agressé, toi aussi, tu as eu ça. Pourquoi le MeToo aujourd'hui devrait... Rappelez-vous quand même qu'on avait un homme célèbre qui a été battu, un homme qui n'a pas été battu qu'une fois, James Bond, Roger Moore, vous vous rappelez ? Oui. Et ça a fait rire beaucoup de monde quand Roger Moore a dit enfin, mais il était déjà âgé, qu'il lui était arrivé ce genre de choses. Mais moi, j'ai eu des patients également qui ont été frappés. Voilà, c'est ça. Et vous savez, quand j'ai posté sur un réseau social, sur Facebook, je vais le citer, j'ai posté votre ouvrage. Je ne sais pas si vous avez suivi par la suite. J'ai eu des attaques de féministes disant « mais c'est inadmissible, le diable, pourquoi ce sera une femme, etc. » Féministes qui m'ont immédiatement attaqué votre ouvrage, qu'elles n'ont pas lu. Également, alors que justement, c'est d'un côté et de l'autre également. Alors je vais vous dire. Julie, attendez, je crois vous voulez prendre la parole. Moi, ce que je pensais, c'est qu'en fait, malheureusement, beaucoup de féministes se trompent dans ce que ça veut dire féministe. Féministe, ça veut dire égalité des hommes et des femmes. Donc MeToo, pour moi, je ne savais même pas que c'était exclusivement des femmes. Pour moi, c'est la violence, quoi. C'est l'agression, c'est. Et je ne vois pas la différence. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de féministes qui pour moi, n'ont pas réglé leurs problématiques de femmes. Et donc, continuent de mener un combat qui devrait être juste dans le cabinet du thérapeute et qui ne devrait pas être sur la place publique. Parce que sur la place publique, ça doit être posé, ça doit déjà être digéré. Et malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas digéré. On ne va pas citer le nom de certaines qui profitent de surfer justement sur cette vague, qui sont hyper médiatisées, qui racontent tout et n'importe quoi, qui sont d'une violence et d'une haine contre l'homme. Voilà, et qui en plus discréditent les vrais féministes. Et je dirais, vous dites hominisme, moi je dirais humanisme tout simplement. Quoi. Je dis, nous sommes tous, hommes, femmes, enfants,
tous Oui. des êtres humains. Ben, c'est hominisme avec un grand H. Quand Voilà. on parle de l'homme avec un grand H, alors on ne va pas refaire tout. Effectivement, dans notre civilisation occidentale, c'est pour ça que je me suis amusé dans la mutation de dire que c'est une déesse qui a créé Ève et que Adam est né. Parce que on est dans notre civilisation judéo-chrétienne déjà formaté dès le début avec cette différence-là. Et dans le vocabulaire, quand on parle de l'homme avec un grand H, bien sûr que la femme est inclue, mais c'est pas normal de dire. Alors moi, je m'adresse à Elisabeth en disant maître, parce que je trouve que maîtresse, ça ferait un peu bizarre. Sauf s'il y a un fouet. Et donc... On ne parle pas de vie privée. donc tout simplement pour dire qu'effectivement, dans la langue française, il y a encore énormément de barrières et elle est très coincée. Donc vous avez raison, hominisme, mais c'est parce que c'est la manière d'être provoque. Voilà. Si j'avais dit que le diable n'a pas de sexe et n'a pas d'âge, l'écriture ça a inclusive, moins de... Voilà, Bien sûr. c'est tout. L'écriture inclusive, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me... Oui. Ça. Je dis, mais quoi ce truc? Ben, ça pourrait être un autre débat. Un point, un slash, et on rajoute. On lit Victor Hugo en écriture inclusive, on referme immédiatement le livre. Il y a mieux, il y a le langage binaire aussi. On pourrait faire un livre. Alors justement, j'allais rebondir là-dessus. Vous venez de prononcer il y a le langage binaire. Alors c'était l'objet de ma deuxième question. Je voulais auparavant, c'était pas forcément une question, mais une précision à faire. Le débat concernant l'âge du consentement a été longuement évoqué il y a 4 ans maintenant, au moment de l'année consacrée aux violences faites aux femmes et la loi promulguée par Madame Marlène Schiappa, effectivement. Donc voilà, c'est un large débat. Il est bien évident, et il faut quand même le préciser à tous ceux qui verront l'émission, que bien évidemment, en dessous de 18 ans, il n'y a pas de consentement. On a parlé d'une majorité sexuelle à 15 ans parce qu'en réalité, on a mis ça en fait avec le code pénal qui aggrave les peines quand c'est en dessous de 15 ans. Après, il y a entre 15 ans et 18 ans, un viol par un adulte sur un mineur de 18 ans reste un viol et il y a punition. Alors après, effectivement, il y a eu tout un débat là-dessus, mais on pourra pas, peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission, mais voilà, mais il faut quand même voilà. La famille Dupond-Moretti qui avait rajouté cette petite phrase sur les relations à avoir entre les adolescents. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus comment il avait formulé ça, les adolescents, relations amoureuses entre adolescents, qu'il ne faut pas confondre avec l'absence de consentement. Bah oui, parce qu'il ramenait ça un petit peu, si vous vous souvenez, à Roméo et Juliette. Voilà. Alors on était dans le grand théâtre. On avait appelé ça d'ailleurs. Attendez, retombons sur terre. Une gamine qui se fait violer qui a 14 ans par un gamin de 17 ans, elle est violée quand même. Oui. Et si c'est dans la famille, et qu'il y a quelques... Voilà. Et qu'il y a quelques différences dans la famille, quelques différences d'âge, quelques années, ça reste un viol et ça reste un inceste. Exactement, tout à fait. Ouais. Et il y a des condamnations qui sont régulières. Et encore récemment, j'étais dans un dossier où effectivement, il y a eu la condamnation d'un jeune adolescent qui avait 14 ans. Et qui a agressé sexuellement et violé à la fois des membres de sa fratrie et de sa famille qui était plus jeune. Donc bien évidemment, et ça il a continué jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc bien évidemment, voilà. Puis il y a une nouvelle loi également, mais ça je pense que ça fera l'objet d'un... Parce qu'on pourra en parler longtemps. Une loi très récente de 2022 qui désormais dit que le mineur en dessous de 13 ans est sur le plan pénal irresponsable. Enfin, on pourra en reparler parce que là, voilà. Parce que justement, par contre, je voulais attirer votre attention. J'avais une deuxième question en fait, Katia. Juste parce que je vais lui poser, j'ai peur d'oublier. Juste, il me répondra après. Quand on dit violer, alors le viol, l'inceste, que ce soit ce que l'on veut, là, on n'a pas du tout parlé des personnes handicapées. Quand on donne un âge, vous savez, où on dit, eh bien, l'âge, bon, il faut avoir 15 ans, après on est bon, ou 18 ans. Mais imaginez un handicapé qui a même 25 ans. c'est personne vulnérable.
moi, je trouve ça abominable. Et voilà, parce que je trouve une chose qui ne va pas avec nos lois actuelles, c'est qu'ils ne sont pas assez protégés. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table, mais moi, ça me... personnes vulnérables. Ça me révolte. Et les autistes qui sont Voilà, très, les autistes, très atteints absolument, absolument. C'est dans les centres, justement, ça a été montré, il y a le nombre d'agressions, de viols chez ces enfants-là, c'est presque un tiers. C'est abominable. C'est énorme, Hein. c'est énorme. C'est abominable. Mais revenons un petit peu sur ce MeToo. Voilà. Voilà. Je peux me permettre de vous poser ma question parce que vous aviez parlé donc du coup du langage binaire et j'avais justement une question là-dessus sur la binarité. Alors, pas forcément dans le sens du langage binaire, mais pour être très précise, dans votre ouvrage, c'est en page 285, et je l'ai sous les yeux, et vous dites à un moment, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué l'orientation sexuelle, mais là, vous parlez justement de la binarité. Je vous relis, je vous cite plus exactement, « Ces femmes qui ont trop d'hormones féminines, c'est too much. Je les préfère plus masculines, pleine de contrariété et moins binaire. » Alors, quand je vous ai entendu tout à l'heure, j'ai justement eu cette question qui m'est venue. Quel rapport faites-vous, puisque aujourd'hui c'est un long débat entre l'orientation sexuelle et l'orientation de genre, l'identité en réalité de genre, puisque pour m'être un petit peu intéressée à ça, notamment à l'occasion de la lecture de votre ouvrage plus précisément, j'avais fait une distinction et je voulais vous poser la question là-dessus. Alors, je crois qu'il faut parler d'abord d'orientation de cœur. Je pense qu'on peut tomber amoureux en étant homme d'un homme et en étant femme d'une femme. Et ça va bien au-delà d'une orientation sexuelle. La sexualité n'est qu'une prolongation de ces sentiments. Et ça peut varier au cours d'une vie. Moi, j'ai des amis qui ont eu des enfants, qui se sont mariés et qui se sont retrouvés après dans la case homosexuelle. Mais en fait, leur amour n'a jamais changé. C'est la personne qu'ils aiment qui a changé. Donc forcément, leurs relations amoureuses vont changer. J'ai pas de... Franchement, aujourd'hui, ce serait complètement fou de ma part de dire que... Non, moi je respecte l'amour avec un grand A dans les actes. D'ailleurs, vous verrez, la deuxième, je me suis bien amusé parce que le héros s'appelle Mohamed et c'est un homosexuel refoulé. Au début, quand j'avais écrit, parce que je les autopubliais, ces actes sous forme de nouvelles, j'avais autopublié sur Amazon et en fait, Mohamed se faisait un rêve. C'était un garçon de 6 ans et chaque fois, il se réveillait en sursaut parce qu'il était violé par Allah. Et là, ça m'a valu des menaces de mort. Bah, j'imagine, oui. Et donc, j'ai dû changer, j'ai dû changer le début de cet acte-là. Déjà, il s'appelait Mohamed, donc c'était pas très cool de ma part, effectivement. Vous êtes voilà. Provoque, en fait. Donc, je suis provoque et je l'assume hein, à partir du moment où c'est constructif, à partir du moment où ça va faire réfléchir. Le but, en fait, parce que homme, femme, ou peu importe, on est des êtres humains et on est ensemble. On vit sur cette planète ensemble. Et il faut qu'on la respecte ensemble. Ça, c'est un autre débat. Mais à partir du moment où on a conscience que notre pouvoir s'arrête à partir du moment où on empiète sur la liberté de l'autre, alors c'est parfait, on vivra en être humain et c'est ce que j'essaye, c'est le message que j'essaie de faire passer. Après, parfois, de temps en temps, avec des formules un peu choc, il y en a beaucoup dans le livre, je me suis amusé. Donc ça mais c'était juste pour ça, pour bien comprendre, parce que j'ai personnellement compris, mais peut-être mal, en tant que juriste, qui avait quand même aujourd'hui, et revendiqué d'ailleurs par les personnes entre le sexe et... le transsexualisme, qu'on n'emploie plus d'ailleurs comme terme, et la transidentité. Et donc là, j'avais l'impression que c'était un petit peu entre ce que vous disiez tout à l'heure et ce que je lisais dans votre livre, où je vois bien justement que finalement, vous faites, à mon sens, abstraction du genre. Et quand vous parlez effectivement de l'ouverture et de l'amour de cœur, donc c'est comme ça que je le perçois, mais quelque part, il y a toujours, j'ai l'impression dans votre ouvrage, un petit peu le côté justement sexuel, transsexuel ou bisexuel ou homosexuel ou hétérosexuel. Et après, finalement, d'un autre côté, ce que vous semblez finalement revendiquer, c'est
le genre qu'on se choisit finalement, et qui est un grand débat aujourd'hui. Donc je voulais être sûre d'avoir bien compris. Mais pour moi, il n'y a pas de débat aujourd'hui, heureusement que la société accepte beaucoup plus. Il y en a quand même des débats. Au niveau juridique, en tout cas, il y en a. Oui, je pense que... Oui, la justice, il faut laisser le juridique là où il est. Il y a toujours un décalage par rapport à la société. Il y a des avancées sociétales et puis le droit va s'adapter. Déjà, la jurisprudence, très souvent, est plus rapide, fort heureusement, que les lois. Et non, je crois que ce qui est important dans ce livre, c'est le message de l'amour et du respect de l'autre. Pour en revenir au MeToo, moi, ce qui m'énerve dans le MeToo, c'est les dérapages qu'il y a. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis violé toutes les années. Vite, parce que... Ok, je vais aller très vite. Je suis violé toutes les années par mon urologue. Alors, je vais porter plainte quand il sera secrétaire d'État à la francophonie, comme Chrysoula Zakharopoulou. Mais vous imaginez, c'est son métier, elle est gynécologue. Si elle doit ausculter une femme, c'est impossible de le faire en lévitation. Donc, je dis qu'à un moment, ça va trop loin. Et si on va trop loin dans toutes ces plaintes-là, on va casser ce qu'il y a de plus fort entre un homme et une femme, ou entre deux êtres qui s'aiment, ou qui voudraient se séduire. Donc, faisons gaffe aux dérives. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, c'est pas, pour moi, c'est pas on va casser ce qu'il y a entre un homme et une femme. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur attention aux dérives, mais je dirais attention aux dérives pour les victimes qui, elles, vraiment ne rentrent pas, si vous voulez, dans ce mouvement MeToo, où ça a été pour elles une libération de la parole. Elles se sont servies de ce comment on appelle ça, hashtag, cette vague réseau social, si vous voulez. Mais après, que tout le monde s'engouffre, effectivement, si aujourd'hui vous mettez la main sur l'épaule et que je dis attention, moi aussi MeToo, voilà, effectivement, là, voilà, et il y en a qui, malheureusement, écoutez, Le s'engouffrent Diable là-dedans. est une femme. Je vous rappelle que son auteur s'appelle Gérald Whittock. Je vous rappelle que c'est publié aux éditions Vérone. Et je vais rajouter quelque chose. C'est bien orchestré parce que cet homme-là, là-bas, c'est aussi un auteur-compositeur romain. Oui. Romain, et ça va vous étonner, moi pas du tout, maintenant je comprends, il parle 6 langues cet homme-là. Ouais. J'aimerais bien faire comme vous, vraiment. Merci d'avoir été Merci là à ce vous. soir, Gérald, merci. Et vous reviendrez nous raconter la suite Et du chanter Diable en est une italien. femme. Elle a acheté les cantare. Voilà. Tutto va bene. Donc nous allons passer maintenant à un autre Va sujet. bene. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Je vais vous parler de Roberto Garcia Saez. J'ai bien dit? Vous l'avez très bien dit à nous. Alors, je suis fière. C'est pas italien. Et c'est pas Alors, italien, effectivement. C'est un homme qui a écrit 2 livres, puisqu'il a écrit Un éléphant dans la chaussette, qui a été lu par Elisabeth, qui va pouvoir en discuter un petit peu avec vous. Et puis vous avez écrit après la suite, qui est Dee de Paradise. Bien prononcé aussi. Alors, je dirais plutôt Un éléphant dans une chaussette et Didi Paradise. Ah, Didi Paradise. Didi par rapport à Didi Bridgewater, c'est ça? Bah oui, mais c'est ça, il y avait une référence, Voilà. effectivement. Donc alors, quand même, traçons un petit peu votre portrait. Roberto, vous êtes socio-économiste? Expliquez-moi. Qui êtes-vous? Ah, je Parce qu'il y a tellement de choses je suis que- juste un Roberto qui est né il y a un peu plus de 50 ans maintenant, qui est franco-espagnol et qui a eu une carrière toujours un petit peu dans le monde de l'humanitaire, fonctionnaire des Nations Unies, à l'Union Européenne et autres. Maintenant, je suis indépendant. Oui. Et il y a un peu plus de 10 ans, il m'est arrivé une histoire où j'étais pris dans une tempête médiatique. Et ça a été un peu une chance de ma vie, puisque j'avais envie d'écrire un livre sur ce qui se passait, parce que c'était assez compliqué de devoir être face à la justice. Je n'étais pas préparé à cette spirale. Et donc j'ai écrit ce premier livre, en fait, qui était une republication. Ça s'appelait ONU Soi qui mal y pense. J'avais fait un jeu de mots en 2011. Et suite à ce plaidoyer, ou une histoire un peu autobiographique, où tout est presque vrai, comme je dis,
Après, je me suis pris au jeu. Ça a été adapté en comédie musicale à Paris. C'était un plus grand succès que mon livre, d'ailleurs. Et ensuite, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant d'écrire sur un sujet qui m'intéresse. Moi, je travaille depuis plus de 25 ans dans les maladies infectieuses. On en a beaucoup parlé récemment, notamment les grandes épidémies comme le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose. Et j'ai eu la chance d'être à la création du Fonds mondial, qui est la plus grosse fondation de lutte contre le sida. Et voilà, et ensuite je me suis dit, tiens, c'est intéressant de pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur, vraiment, parce que c'est ma vie, et de le mettre, de le vulgariser quelque part pour un public qui entend les Nations Unies, l'humanitaire, etc., à travers les médias, c'est-à-dire en fin d'information. Et voilà, et donc je me suis pris au jeu, et après j'ai écrit le deuxième, je me suis dit, tiens, je vais écrire la suite de ces personnages-là que j'avais dans Un éléphant dans une chaussette, et j'écris Didi Paradise, qui est adapté au théâtre maintenant encore, à Amsterdam. C'est super. Et Roberto, justement, moi j'aimerais bien que vous nous parliez de quelque chose, parce que le sida, pour nous, autour de cette table, on est très alertés là-dessus, parce que nous occupons de l'enfance, et l'enfance, on a l'impression qu'elle n'est plus protégée contre le sida, qu'il n'y a plus d'informations. Moi j'entends des gens, des jeunes, j'écoute des émissions qui disent « Oh, de toute façon, ma copine, elle prend la pilule. » Je me dis, non mais, quelque chose qui ne va pas du tout, hein, ça ne suffit pas. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, vous qui êtes dans ce domaine? Oui, enfin bon, je ne suis pas le grand spécialiste du VIH-Sida, mais c'est vrai que ça fait 25 ans, bon, c'est une génération où on a eu peur quand on avait 20 ans, parce que c'était la peine de mort, en quelque sorte. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu tellement de progrès scientifiques en termes de prévention, mais aussi de traitement, qu'on a banalisé et on se dit, bon voilà, c'est une maladie chronique, mais il y a un traitement et on n'en meurt pas. C'est une maladie chronique, on ne la guérit pas. C'est surtout ça qu'il faut dire aux jeunes. Mais c'est vrai que c'était très banalisé, et je sais que les organisations comme ACT UP ou SILAction, etc., en France en tout cas, ont beaucoup de mal à véhiculer le message dans la jeunesse. Et le traitement est très lourd. Hein. Et le traitement est très lourd. Alors, c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Maintenant, c'est une pilule, on va peut-être avoir pas un vaccin, mais je veux dire des shots qu'on va se donner tous les 3 mois, etc. C'est pas du tout la situation à la ZT comme il y a 20 ans, où c'était un vrai cocktail qui était extrêmement lourd avec des rejets. Absolument. Avec une acceptation. Et c'est ce message qui... Donc la chance qu'on a, c'est aussi le problème qu'on en a. Cette actrice dont j'ai entendu parler il y a récemment. Valandré, je crois, qui en est à sa troisième grève de cœur quand même. Donc, mais elle disait, j'ai lu aussi effectivement ce que vous avez peut-être lu, mais elle disait quand même qu'elle en pouvait plus des traitements. Ça fait longtemps, depuis qu'elle a 18 ans, donc je sais pas, elle en a peut-être 35 ou 40 de plus aujourd'hui. Mais et elle disait qu'effectivement, elle en pouvait plus en fait de prendre ces traitements au bout de tant de temps, et qu'elle était à sa troisième grève de cœur, ce qui est quand même spectaculaire, hein, mais qu'elle avait quand même, c'est une maladie mortelle, hein, c'est 50 millions de personnes qui sont mortes, c'est 40 millions de personnes qui sont aujourd'hui infectées, c'est presque 1 million de personnes qui meurent chaque année encore, beaucoup de jeunes filles en Afrique. Quasiment 80% des nouvelles infections, c'est des c'est une filles. catastrophe. Une catastrophe, donc faut pas banaliser, c'est une maladie encore mortelle, même s'il y a des traitements. Et il faut dédiaboliser le fait que ce soit uniquement des homosexuels. Non, ça concerne toutes les populations. Bien et sûr. on le voit, moi j'ai eu à un moment donné, dans un ancien cabinet, 50% de mes patients qui étaient gays, lesbiennes, enfin LGBT, ensuite il y a un nouveau terme, LGBTQI. QI et plus QI, enfin c'est ça. Ouais. Et donc, mais on voyait à un moment donné, au niveau de certaines études, des jeunes qui se disaient, de toute façon il y a un traitement. Oui, bien sûr. Et donc ils allaient sur des sites particulier pour se faire contaminer en se disant ensuite on pourra baiser, pardon pour le terme, j'aurais pas dû le dire, peut-être on pourra faire l'amour sans préservatif, ce qui est une erreur énorme parce qu'il y a toutes les autres IST également. Et bon, voilà, moi j'ai suivi suffisamment de patients qui avaient été contaminés, mais jeunes, qui pouvaient exploser sur un plan professionnel. Quand vous avez 30 ans, que vous apprenez ça, en plus quasiment le jour de votre anniversaire, juste avant Noël également, ça vous plombe la vie. Hein. Donc il faut rappeler ces choses, parce que les jeunes ne connaissent rien, il n'y a pas suffisamment de prévention, l'éducation nationale ne fait rien, l'INPS ne fait strictement rien, c'est du registre du gouvernement de diffuser des spots pédagogiques sur c'est quoi l'amour. C'est quoi la sexualité? Parce que, le problème, c'est que le sexe moi, est un tabou. je voulais réagir sur quelque chose. N'oubliez pas quand même quelque chose, c'est que les jeunes aujourd'hui, les jeunes ne regardent pas la télévision.
Ouais. alors qu'il faut passer par des canaux qu'ils regardent. Or, les seules choses que l'on voit, c'est lorsqu'on fait SIDAction. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui regardent SIDAction? Vraiment des très jeunes. Alors, je voyais l'autre jour, justement, enfin, j'ai vu ça pour une raison qui n'a rien à voir au départ, mais c'était dans les informations que le président directeur du laboratoire Biogroup était décédé. Donc, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y avait tout un article et effectivement, il y avait après un lien sur une journée que Biogroup faisait, en plus de la journée du 1er décembre qu'on connaît tous, mais là une journée en juin, alors ça, encore une fois ça n'a rien à voir, mais du coup j'ai lu tout ça, il y avait quelques chiffres et effectivement ils faisaient ça en partenariat avec l'association AID. AIDS, on disait maintenant aide, voilà. Et effectivement, c'était au mois de juin. Alors pourquoi faut-il attendre un an Parce qu'il y a toutes Il les y marches avait de les marches fierté. LGBT, effectivement, qui sont au mois de juin. Donc c'était sans doute, effectivement, concomitant, vous avez raison. Mais on pourrait faire, imaginer plusieurs pour réactiver c'est ça, pour l'alerte, en fait. Mais oui, non, très intéressant. Mais peut-être j'ai envie de rebondir parce que je vous ai écouté on parle des droits humains en fait dans cette émission. Je trouvais ça passionnant et vraiment très touchant vos témoignages. Mais ce qu'on a appris avec l'épidémie de VIH/SIDA et de ce mouvement aussi LGBT qui est aussi très critiqué aujourd'hui en disant mais pourquoi vous avez besoin de vous dénommer à travers toutes ces lettres, etc. C'est qu'on s'est rendu compte que les personnes qui étaient les vecteurs, qui étaient plus à risque, étaient des personnes qui étaient stigmatisées. Ouais. C'est donc les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, et j'insiste en disant ça, parce que au début on disait les gays, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des relations classiques, mais qui ont hétérosexuels, mais qui aussi ont des relations avec des hommes, et qui ne se considèrent pas comme homosexuels. Donc il fallait, et c'est important, dans la lutte contre le sida, il fallait qu'on n'ait pas une approche idéologique, mais une approche de santé publique. Vous savez, dans les années 2000, les États-Unis, qui étaient un des plus grands financeurs de la lutte contre le VIH/SIDA, a eu une approche avec George W. Bush idéologique. Ils avaient une approche qui s'appelait ABC, Abstinence, Behavior, Condom. Dans cet ordre-là, on savait que ceux qui transmettaient le VIH/SIDA, c'était les personnes homosexuelles, qui avaient des rapports homme-homme, c'était les travailleurs du sexe et les usagers de drogue qui s'échangeaient les seringues infectées. On ne pouvait pas acheter des seringues propres avec l'argent des États-Unis. Ça, c'était quand même jusqu'en 2005. On a laissé couler, l'épidémie parce qu'on avait une approche idéologique. Et quand j'entends parler aujourd'hui, bien sûr, des LGBT, c'est vrai qu'il y a le LGBTQIA+, et il y a d'autres lettres. D'à côté, c'est un peu comme les dérives du MeToo. On peut se dire s'il y a des balles perdues, etc. Mais moi, je dis toujours, ce qu'il faut voir, c'est d'où on vient. Et les gens, quand ils se restigmatisent, j'allais dire, en se mettant dans un LGBT tout, c'est parce qu'ils sont stigmatisés. 70 pays dans le monde, dans 70 pays, donc un tiers des pays dans le monde, l'homosexualité est interdite. Ouais. Dans 10 pays, c'est la peine de mort aujourd'hui. En Afrique, oui. Mais mais en Europe, en Pologne, en Hongrie, il y a des LGBT free zone. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bienvenus. C'est justement, ils ne sont pas bienvenus en Europe. On l'a vu il n'y a pas longtemps dans le milieu du football. Bien sûr. Des gens sont effectivement, il y a deux joueurs célèbres qui se sont embrassés, etc. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que j'ai pas eu le temps de faire la recherche. Je pense que ça vous a intéressé, Katia. Est-ce que vous savez combien d'enfants ou d'adolescents ont été contaminés parce que victimes de viol ou d'inceste? Alors ça, j'ai pas les chiffres. C'est une question comme ça. Non, j'ai pas les chiffres. C'est ce qui m'a interpellé le plus, parce que tout le reste, je pense qu'autour de cette table, Mais ce qui est alors en Afrique, un des problèmes qui est attaqué, ce sont les étudiantes qui ont des sugar daddy comme on dit, qui sont dans cette zone un petit peu free ici où on ne sait pas ce qui se passe. Et donc je disais il y a les derniers chiffres, c'était 1,7 million de jeunes filles contaminées chaque année en Afrique. Et donc elles ne sont pas particulièrement violées, elles ne sont pas particulièrement agressées. Mais elles sont dans un rapport où il y a une sorte de non-dit, une zone un peu vague, acceptée, aussi un peu socialement, où personne va aller voir le professeur pour lui dire « mais tu sais que tu as 55 ans et tu es en train de sortir avec une jeune fille de 17 ans ». Bon consentement. Donc c'est toute cette zone-là. Et c'est important quand on l'a vu dans la lutte contre le VIH/SIDA, pour lutter contre quelque chose, il faut l'identifier. Il faut faire l'effort de l'identifier avec toutes les strates. Toutes les strates.
c'est-à-dire le LGBTQI, etc. Et c'est pas grave, parce que on aura cette, comme on disait, il disait Guigou qui disait pour la parité, on aura la parité quand on aura les femmes incompétentes au pouvoir. Bon, voilà, on aura l'égalité pour tous le jour où les LGBT n'auront plus besoin de se stigmatiser LGBT. Parce que c'est quand même... Mais on n'en est pas là, c'est ça que je veux dire, il faut faire très attention, on n'en est pas du tout là. Et aujourd'hui, il y a plus de LGBT qui se font frapper. Moi, je vis à Amsterdam, qui est quand même une ville qui est la ville de liberté pour les LGBT. Avec la zone rouge, oui. Hein, le quartier rouge. Ouais, le quartier rouge, mais... et bon, il est là, mais bon, il y a des agressions. Ils se font agresser. Faut pas... Et en ils plus, se font tuer. il y avait ce week-end, je crois, organisé... Alors, je peux donner une marque ou pas? Oh. D'accord. Au Sofitel Grand Amsterdam, il y avait une grande soirée qui était organisée là-bas. J'ai reçu une invitation, je ne pouvais pas me rendre à Amsterdam. Mais moi, ce qui me pose un souci, c'est que c'est réellement une double condamnation, une double mort que de savoir que, je reviens sur ce sujet, pardon, mais savoir on est violé par quelqu'un, on chope le sida en plus, on est enfant ou adolescent, mais c'est la mort absolue. Ouais, et on a tort. Pourquoi? Et non, et on a tort, j'entends, et en plus... si on le dit, c'est un peu le problème des non-dits, dans l'inceste, etc. On est considéré comme pourquoi tu vas dire ça, c'est pas possible, dans le déni total. Donc il y a effectivement toute cette violence. Et c'est important parce que c'est tous les thèmes aussi, la prostitution. Alors, vous savez, aux Pays-Bas, c'est prostitution ou en Suisse. Si on ne légalise pas un métier, on les envoie dans le bois, et dans le bois, c'est la jungle. Et donc c'est toutes les violences possibles. Donc c'est très compliqué, parce que je ne pense pas que les Pays-Bas aient trouvé la solution non plus pour ça, ni pour la légalisation de la drogue, mais c'est très compliqué. Mais c'est un débat qui doit être permanent, et une fois de plus, c'est une histoire de droits humains. Et donc effectivement, il y a des balles perdues, il y a des gens qui profitent d'une situation, d'une vague, mais j'allais dire, on est quand même plus dans un monde de patriarcat. Moi qui suis un homme blanc, je me suis rendu compte dans mon métier, pas vraiment à 20 ans, commencé vers la trentaine, beaucoup à la quarantaine, et maintenant que je suis dans la cinquantaine, je me rends compte à quel point le fait d'avoir été un homme blanc a été un privilège, en Europe, un privilège énorme dans ma vie. Donc c'est ça qu'il faut... Et donc, je veux pas être cancel, comme on dit, je veux pas qu'on m'annule, mais il faut que j'en ai conscience, tout simplement. Et je pense que c'est notre responsabilité d'avoir conscience de ce genre de choses. Didi, c'est qui exactement? Alors Didi, c'est un personnage que j'ai inventé parce que justement au cœur, bon, c'est l'histoire dans ces deux livres, c'est un fonctionnaire des Nations Unies qui se fait poursuivre par un policier parce qu'il c'est pas un fonctionnaire classique dans la compassion humanitaire comme on voit, mais qui pourrait être le directeur marketing de Coca-Cola. Donc il est flamboyant, et ce flic est plutôt presbytérien. Et il va le traquer parce qu'il se dit on ne peut pas avoir une vie un peu de luxe comme ça et aider sincèrement les pauvres. Donc c'est un peu ça l'histoire. Mais j'avais besoin au centre d'avoir un personnage avec toute mon empathie qui est un transsexuel congolais qui rêve d'une vie meilleure en Asie et qui a une relation avec ce fonctionnaire des Nations Unies. Et donc il est là dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc on va le voir dans la comédie musicale qui va se rejouer? Alors, c'est demain d'ailleurs, on a de nouvelles représentations à Amsterdam. Non, parce que la pièce, demain, c'est pas la comédie musicale, c'est une autre pièce. D'accord. Qui est un extrait du livre 1, un chapitre, qui est sur ce traumatisme que j'ai eu, enfin un traumatisme, de ces 3h30 où pour la première fois j'ai été confronté à la police de Scotland Yard qui faisait cette enquête de criminels. Et je pensais que j'allais gérer ça facilement, et je suis sorti KO, lessivé, et j'ai vu que la machine médiatique et policière est forte. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit un jour, il va falloir que j'exploite ce matériau, et j'en ai fait une pièce. Sauf que c'est une femme maintenant qui est accusée, etc. C'est une comédie satirique. Moi, j'ai une idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. On devrait leur demander à tous les deux de faire quelque chose ensemble. Entre l'homme orchestre et notre spécialiste, moi, je ne sais pas, ça pourrait donner quelque chose de bien. Et vous viendriez nous le présenter ensemble? Qu'est-ce que vous en dites? Surtout qu'il y a des idées qui... on partage énormément d'idées. Ah, voilà. Ce que j'aimais bien dans votre premier livre, c'est quand vous m'avez raconté tout à l'heure en off, parce que on a dit, mais ça veut dire quoi un éléphant dans une chaussette? Je vous ai dit même, d'ailleurs, il faudrait que, si c'est vous l'éléphant, il faudra que la chaussette soit quand même vachement grande. Et vous m'avez dit, mais non, mais c'est l'ONU, et c'est en fait tous les méandres, vous m'avez même parlé des tuyaux. Les tuyaux, la bureaucratie, la légendaire bureaucratie onusienne. Voilà.
Voilà. Et donc, dans ce livre-là, vous en parlez de cette confrontation que vous avez eue en tant qu'homme. Vous dites, je travaille pour des choses auxquelles je crois, etc. Et puis qui, à un moment donné, à force de passer dans les tuyaux, dans les méandres, perdent toute leur essence. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que les Nations Unies, moi je suis un grand défenseur des Nations Unies, mais c'est aussi nécessaire que c'est dysfonctionnel. C'est ça le problème des Nations Unies. 195 pays membres. Vous ne les épargnez pas. Je les épargne pas, j'étais fâché à l'époque. Mais bon, le problème quand on écrit là-dessus, je m'en suis très vite rendu compte, c'est que moi j'avais envie de parler d'un sujet qui me tenait à cœur, avec ma rage et mon moment et ma vérité. Mais j'ai pas du tout envie de dire que les Nations Unies c'est tous pourri et plus on est aux Nations Unies, plus on est pourri. Parce que moi j'ai vu après dans le monde artistique, dire les passe droits, c'est les Nations Unies, on est clean, hein. Donc à côté, donc j'avais pas. C'est contrôlé là-bas. Mais ce que j'entendais dans les médias, et beaucoup me disaient, vas-y, sois trash, vas-y. Tout ce qu'ils voulaient, c'était du sang, du trash, et de dire que tout est pourri. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut faire très attention quand on parle d'un sujet aussi politique que celui-là. J'avais pas du tout envie de servir la soupe, moi, aux fascistes, aux anti-aides, aux non-compassionnels, j'allais dire, aux Trumpistes. Et donc, je me suis dit, oulala, il faut faire très attention comment on en parle après, parce que j'ai pas du tout envie que ça parte dans la mauvaise direction. Mais c'est vrai qu'on s'autorise la critique des Nations Unies, que j'aime beaucoup, moi, en termes de nécessité d'organisation multilatérale pour traiter tellement de sujets qui, aujourd'hui, on voit bien, vont au-delà de nos frontières. Et donc, c'est difficile de lâcher sa souveraineté à une organisation, en plus, qui est dysfonctionnelle et qui est un peu la poupette, j'allais dire, des États membres. Et c'est une organisation, en plus, qui peut pas être réformée. C'est très difficile de réformer. Mais même nous, les êtres humains, quand on a... Pour évoluer, on fait des dépressions nerveuses. On n'arrive même pas à le faire de façon tendre. Donc, voilà, les conflits dans une organisation internationale, 195 pays, c'est compliqué. Mais j'ai le droit, je m'autorisais à raconter la difficulté que c'est de transférer 200 ou 300 millions de dollars, parce que c'était mon dernier grand programme, pour distribuer des médicaments au Congo, qui est aussi grand que l'Europe de l'Ouest, qui n'a pas l'infrastructure, qui n'a pas de gouvernance. Comment on fait ? Avec une paranoïa de la transparence qui était le pré-MeToo, où tout doit être clean. Ben non, les choses tombent du camion. Et quand vous étiez à l'ONU, qu'est-ce qui se passait en termes de lutte contre la pédocriminalité organisée au niveau mondial ? Alors, toutes les agences ont... aux Nations Unies, il y a plusieurs agences. C'est pas une seule agence. Et chacune a un thème qui est transversal. Donc, l'UNICEF pour les enfants a une composante, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'UNAIDS, l'ONU-SIDA aussi, le FNUAP, qui est le Fonds pour la population, qui est tout ce qui est le règlement des naissances, etc., qui en prend un coup à chaque fois qu'il y a un gouvernement républicain aux États-Unis, parce que les financements s'arrêtent. Donc il y a des programmes qui sont là. Le problème qu'on a, c'est que la façon dont on en parle aujourd'hui ici, en France, dans un studio de télé, c'est pas du tout la même façon dont on en parle je vais faire attention à quel pays je vais choisir, mais en Ouganda, où le président Museveni est contre l'homosexualité. C'est dommage pour lui, sa fille est lesbienne. Donc je veux dire, on ne parle pas de ces sujets de cette façon. Donc c'est assez compliqué, même quand on arrive avec l'étiquette Nations Unies, d'être dans un débat tout ouvert. On va tout faire éclater parce que ça touche à une structure. Et je veux surtout pas dire qu'en Ouganda, la pédophilie est acceptée. Mais c'est juste qu'il y a des sujets, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on met sous le tapis et dont on n'a pas envie de parler. Et puis aussi dont on pense qu'il y a d'autres priorités. Donc c'est plus des trajectoires qu'il faut voir. Est-ce qu'on va dans une bonne direction ? Et là, il faut faire attention parce qu'on le voit, il y a des setbacks, comme on voit aux États-Unis maintenant sur l'avortement. Qui l'aurait cru ? Ça vient. Donc faire très attention, c'est qu'on les droits ne sont jamais complètement acquis et il faut toujours communiquer. Bien, comme je l'ai dit l'autre jour, time is up. Ça a fait rire tout le monde. Tout le monde m'a demandé ce que ça voulait dire. Et ben voilà, time is up. On parle anglais, nous aussi ? Ben oui. Alors, n'oubliez pas, ces deux livres-là, moi je vous les recommande. Alors, Didi Paradise. Comme c'est l'été en plus, et sur la l'autre, plage. Un éléphant dans une chaussette. Et nous savons maintenant pourquoi la chaussette. Bien, donc, cette émission est la dernière avant l'été. Donc, nous nous retrouverons maintenant au mois de septembre. Très certainement la dernière semaine de septembre, parce que tout le monde va me demander mais quand, ben voilà. On va prendre quelques vacances, je crois qu'avec la chaleur que nous avons ce soir, parce qu'on va leur dire quand même... Dans le studio, on ne vous raconte pas la température. On a 40 degrés dans le studio, donc je ne vous dis même pas, je crois que voilà. Donc on va prendre des vacances, mais je vous rappelle quand même que cette émission est
et porte toujours l'association SOS Viol Enfance. Vous voyez le logo un peu partout. Je vous rappelle que grâce à des sponsors comme la mairie de Puteaux, comme les établissements vinicoles d'Aridan, qui nous ont reçus cette semaine, les remercie en plus, tous, qui sont adorables, vraiment, et qui nous aident, comme beaucoup d'autres personnes, comme Mosley Création, allez voir ces créations Champs-Élysées. Écoutez, je crois qu'on ne peut aujourd'hui, maintenant, à cette heure-ci, que remercier nos invités, alors dire à quel point on a été heureux de les recevoir et de leur dire qu'on espère qu'ils reviendront pour votre livre commun. Et Julie, pour le deuxième. Avec grand plaisir. Donc, vous avez du travail. Merci à vous de nous avoir invités. Et on va plonger dans la piscine immédiatement. Ah oui, direct. Bonnes vacances à tous, bonnes vacances à tous nos téléspectateurs et on vous dit au mois de septembre. Au Bonnes revoir. vacances. Bonnes Grazie a vacances. tutti, buone vacanze. E viva Roma. Adios. Oh la clim. Certains se souviennent des pas. Je suis trop. Moi, j'ai réussi à S'approcher dans le couloir c'est en bas, après, tu bloques ici. des chambres ou autres sales endroits. Pour toi, Katia, les bois, le parc, trahir la confiance d'un enfant. Le violet, c'est lamentable. Fouiller tout son corps, s'oublier. Non, mais vous savez que cette chaleur-là, Des amis notables. Je sais jamais. Les pères, grands-pères, oncles et cousins, prédateurs vivants sous vos toits, menaçant enfants et bambins, d'un air sadique et sournois. Toutes ces vies que vous cachez par vos vices et sales discours. Mais s'il existe un Dieu caché, qu'il vous pende haut et court. Le mal est là dans le cœur. Le cœur est dans la maison. La maison, celle de l'horreur. L'horreur au fond du 400. Le mal est aussi dehors. Dehors du moindre soupçon. Soupçon, tu es ignoré. Ignoré ou étouffé. Y a-t-il un rang pour ce geste? Pédocriminel, violeur. Car cet acte se nomme inceste. Bourgeois, paysan ou tuteur. Je m'adresse